de retour pour la deuxième partie de ce Politicien consacré au Nigeria. Je suis toujours en compagnie de Pierre-Franklin Tavares, philosophe, et de Alain-Jules Meignier, journaliste et diplomate. Le président nigérian Muhammadu Buhari brigue un nouveau mandat. Le chef de l'État était arrivé au pouvoir en 2015 dans un contexte économique et sécuritaire difficile. Il avait également fait de la lutte contre la corruption l'une de ses priorités. Mais 4 ans après, le bilan est très mitigé. Corinne Kandem. En 2015, l'élection de Muhammadu Buhari à la tête du Nigeria a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par la population. De nombreux Nigérians ont vu en lui un espoir, l'occasion de mettre fin à des années de crise économique, de corruption institutionnalisée, d'insécurité. L'économie nigériane, bien que se développant à un rythme soutenu, n'ayant pas profité à la plupart des Nigérians, ses attentes n'étaient pas surprenantes. Le chômage, en particulier chez les jeunes, était généralisé et en augmentation. La Banque mondiale estimait à cette période que le taux de pauvreté au Nigeria atteignait 70%, un chiffre embarrassant étant donné que le pays est classé au 8e rang des exportateurs de pétrole au monde. 4 ans après, alors que le président Muhammadu Buhari se prépare à se rendre aux urnes pour le scrutin présidentiel du 16 février 2019, nombreux sont les experts qui analysent son bilan et se demandent s'il a ses chances d'être réélu. En 2015, des personnes ont fait campagne avec un ramassis de mensonges. En 2019, au lieu de dire aux gens « voilà ce que nous avions promis et nous avons accompli », ils entrent en course avec un autre ramassis de mensonges. La plupart des problèmes dont les Nigérians se plaignaient en 2015 ne sont toujours pas résolus, en particulier la crise économique et l'insécurité. Le taux de chômage a plus que doublé, passant de 10,4% en janvier 2016 à 23,1% en juillet 2018. En juin 2018, le Nigeria a dépassé l'Inde, pays qui comptait le plus grand nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Environ 87 millions de Nigérians, soit la moitié de la population, vivent avec moins de 1,90 $ par jour. Les résultats du président Buhari dans la lutte contre la corruption sont également mitigés. Si son administration est parvenue à recouvrer des milliards de naira volés par des hommes politiques, des fonctionnaires ou encore des officiers de l'armée à la retraite corrompus, ces efforts contre la corruption ont été entachés par la perception qu'ils étaient sélectifs et visaient principalement les membres du principal parti de l'opposition, le Parti démocratique du peuple. Dans différentes régions du pays, des progrès énormes sont réalisés dans le domaine des infrastructures. Ce que vous pouvez légitimement reprocher au gouvernement, c'est que nous ne semblons pas communiquer efficacement sur tout ce qui se passe dans le pays. Ceux qui contestent le président Buhari sont très mal placés pour le faire. La crise de Boko Haram reste également un problème majeur qui a provoqué plus de 27 000 morts et 1,8 million de personnes déplacées entre 2009 et 2018. La trajectoire des attaques et la possibilité d'organiser des élections en toute sécurité dans de nombreuses régions des États de Borno et de Yobe sont un sujet de préoccupation majeure. Les États-Unis ont averti que le groupe Boko Haram avait l'intention de perturber l'élection en lançant une série d'attaques au cours de cette période. 13 millions de personnes en 2015 n'ont pas voté pour lui, ce qui n'est pas négligeable. Donc, que ce soit l'APC ou le PDP, les deux partis doivent faire valoir leur réalisation. Le PDP est au pouvoir pendant 16 ans, l'APC 4 ans. Je pense que c'est à ce niveau que cette élection va se jouer. Une chose est certaine, cette année, la campagne de réélection du président Buhari n'a pas été accueillie avec le même enthousiasme. Certains analystes, notamment l'Economist Intelligence Unit basé à Londres, sont allés jusqu'à prédire qu'il perdrait les élections. Cependant, selon les politologues nigérians, Muhammadu Buhari est susceptible de l'emporter, non pas parce qu'il a répondu aux attentes des Nigérians, mais parce que son principal adversaire, l'ancien vice-président Atiku Abubakar du PDP, est un candidat jugé faible qui cache beaucoup de squelettes dans son placard. Pierre-Franklin Tavares, on le voit, le bilan du président est très mitigé et très discuté. Il a entrepris certaines choses, il n'a pas les résultats escomptés. Est-ce que c'est un échec du président? On peut le considérer comme un demi-échec, mais en même temps, à moitié, il peut être disculpé, si je puis dire. Parce que jusqu'aujourd'hui, mis à part ce qui s'est passé dans la région irakienne et syrienne, il n'y a pas de victoire sur les forces intégristes islamistes. Donc il faut être très prudent là-dessus. Celui qui éventuellement lui succédera devrait plutôt être prudent. C'est un conflit majeur qui lie l'Afrique en matière de terrorisme avec le Moyen-Orient et même un peu plus loin.
Par conséquent, il faut être prudent. Donc moi, je considère sur ce plan-là que ce serait plutôt un demi-échec. En même temps, au niveau macroéconomique, on sait que les 70% des recettes du Nigeria proviennent du pétrole. Mais en même temps, le Nigeria ne contrôle pas le prix du baril, qui est fixé et qui est déterminé par d'autres, et par le mécanisme de l'offre et la demande sur le marché mondial. Pour vous, c'est le contexte général. Voilà. Il y a un contexte difficile, voilà, mais en même temps, quand vous faites c'est un tort que moi je n'accepte pas, mais c'est comme ça. Vous ne pouvez pas gagner d'élection si vous ne faites pas de promesses. Je le sais comme homme politique. Quand, entre guillemets, vous n'exagérez pas, il est difficile que vous gagniez. Le peuple aussi n'aime pas les vérités, quelquefois. Alain-Jules Ménier, est-ce que ces problèmes de santé, il a été absent du pays pendant longtemps, pendant plusieurs mois, peuvent expliquer en partie les retards dans ces résultats? Ben écoutez, on ne gouverne pas seul. Ça peut expliquer effectivement une partie des résultats mitigés de sa politique globale, c'est-à-dire sur le plan économique, normalement aussi sur le plan, bien évidemment, sécuritaire, avec Boko Haram, qui, parce qu'il faut le rappeler, il avait promis d'éradiquer Boko Haram après 1 an. Voilà, c'était sa promesse. Éradiquer, c'était le mot. Voilà, éradiquer. Donc, il n'a pas réussi à le faire, parce que Boko Haram, vous savez, je crois que c'est plus de 200 enfants qu'ils enlèvent par an. Depuis 2011 par là. Donc c'est une catastrophe. Et ça se poursuit. Et ça ne reste pas simplement au Nigeria, ça va au Niger, ça va au Cameroun, etc. Donc il faut avouer que c'est vraiment mitigé. Et est-ce que les gens vont tenir compte de cela? Je ne suis pas très sûr. Parce qu'il faut aussi rappeler que lors de son élection, il y avait 30 millions d'électeurs. Et cette fois-ci, il y a eu un boom en 4 ans. Il y en a au moins 80 millions. 84. Ça, c'est non négligeable. Voilà. 84 dans le fichier. Voilà, 84, voilà, 84 millions. Donc, c'est pour cela qu'on parle d'incertitude. Alors, les 50 millions qui sont arrivés comme ça, comme, n'est-ce pas, des cheveux dans la soupe, vont voter pour qui? Ils viennent d'où? Donc, il y a cette incertitude-là même au niveau du Nigeria. C'est un électorat qui n'est pas encore déterminé. Voilà, on ne sait pas vers qui la balance va pencher. C'est pour cela que tout le monde a peur et c'est pour cela que tous les candidats mettent du leurre pour aller faire campagne. Il y a Boari qui a fait un véritable carton à Kano récemment, c'est-à-dire que son véhicule ne pouvait même pas se déplacer dans la ville. Et on sait que c'est l'un des états clés. Le stade était plein à craquer. Justement au niveau du Rivers. Ça veut dire que dans son électorat de base, il garde quand même une certaine adhésion. Oui, voilà, c'est ça. Il garde son électorat. Ça, c'est indéniable. Mais maintenant, justement, je parlais de ces 50 millions qui se sont ajoutés. Ils vont voter pour qui? On sait à peu près qui sont ces 50 millions? Plutôt des jeunes, plutôt... Il y a des intérêts des jeunes pour la politique là-bas. D'ailleurs, vous savez, les jeunes au Nigeria aujourd'hui, ils disent même pas Nigeria, c'est Naija. C'est-à-dire que Naï, c'est le passé, et Dja, c'est l'actuel. Donc tous les jeunes au Nigeria, c'est Naïja. Et par conséquent, ils ne s'occupent pas vraiment de la politique. Et puis, il y a un problème d'illettrisme aussi qui se passe au Nigeria, qu'il faut noter que les observateurs notent. C'est-à-dire que les filles, notamment, quittent l'école à 14 ans, à 15 ans, elles sont mères, etc. Bon, ce sont des gens qui ne votent pas, mais il y a aussi une question démographique qui risque de se poser avec acuité dans les années à venir au Nigeria. Et c'est un détail très très important. Donc finalement, il va falloir que celui qui sera élu mette les bouchées doubles pour essayer d'éradiquer non seulement Boko Haram, qui accuse justement la corruption avec tout ce qui se passe et que Boari n'a pas pu résorber. Mais alors tout de même, même si son bilan est très mitigé, il a quand même commencé pas mal de choses. Pierre-Franklin Tavares, le président Boari s'est défendu pendant sa campagne en disant qu'il s'agit d'un plan à long terme qui devra être consolidé pour être un relais de croissance. Mais on peut quand même se dire qu'il est difficile d'avoir des résultats en seulement 4 ans. C'est difficile, surtout quand on sait la situation réelle dans lequel le Nigeria se trouve. Il faut rappeler quand même que c'est la 2e économie africaine. Le PIB, c'est à peu près 375 milliards, disons 380 milliards de dollars. Mais le PIB par habitant, il est très faible. Vous l'avez rappelé dans votre reportage tout à l'heure. Le PIB par habitant, c'est à peu près 1900 dollars. Je pense que la difficulté pour lui, c'est peut-être en termes de bilan social. On vous avait rappelé dans votre reportage que
c'est devenu le pays avec le plus de pauvres au monde, en valeur absolue, pas en valeur relative, c'est-à-dire en termes de nombre, d'une part. D'autre part, il y a une campagne en face qui est menée avec des promesses qui sont plutôt stupéfiantes. Un candidat qui promet 3 millions d'emplois par an, la création de 3 millions d'emplois par an, et une réduction de 50 millions de pauvres. Donc, alors, je ne sais pas, il faut faire attention parce que les peuples aussi, souvent, ne sont pas stupides. Entre une démagogie et quelque chose qui est mitigé, le choix va être compliqué. Il va être d'autant plus compliqué que sur l'élection précédente, alors même que Bouhari était donné perdant, il a gagné. Hein? Bon, donc il faut vraiment être extrêmement prudent. On va essayer de se pencher un peu sur le contenu de ce qui a été entrepris. Le président Bouhari a commencé à mettre en place une stratégie de rééquilibrage et de diversification économique en misant en particulier sur la filière agricole et le secteur minier. Alain Jules Meignier, pour un pays mono-exportateur comme le Nigeria, totalement dépendant du pétrole, c'est une stratégie qui était quand même attendue. Exactement. Ben, maintenant, il faut redoubler donc d'efforts pour cette prochaine législature, si je peux m'exprimer ainsi, parce que finalement, à partir du moment où les prix du pétrole sont faits ailleurs, le Nigeria ne peut pas s'en sortir. Donc, il faut vraiment miser sur l'or vert, l'agriculture. Sinon, finalement, ils ne s'en sortiront pas. Et bien évidemment, les minerais aussi, hein, les prix sont fixés ailleurs. Donc, vraiment, c'est l'agriculture. Donc c'est une bonne stratégie, hein, ce qu'il a entrepris. C'est une très bonne stratégie. Mais le gouvernement nigérian a un déficit en communication. Parce que c'est vrai que, globalement, il y a un semi-échec. Je suis d'accord avec M. Tabarez, il y a un demi-échec, mais il y a quand même des efforts qui ont été faits sur le plan peut-être infrastructurel. Oui, tout à fait. Et par conséquent, quand on va faire de l'agriculture, ça veut dire que les agriculteurs pourront transporter leurs denrées plus facilement, etc. Donc, ça peut changer. Mais est-ce qu'on va lui accorder ce nouveau mandat qu'il désire? C'est ça le problème. On ne sait pas. Bien sûr. Et il faut rajouter, pour conforter ce que vous dites, chers collègues, c'est que c'est une orientation, une nouvelle politique sectorielle engagée par le président Bouhari, avec des choses très palpables. Il a doublé les fonds. On est passé, disons, grosso modo, de 200 à 400 millions quand même. Donc si jamais il était réélu, on suppose qu'il va tenter à la fois de compléter son programme de grands travaux tel qu'il les a lancés il y a à peu près une année. Il va accentuer son projet agricole pour réduire la dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs. Oui, parce qu'on voit qu'il a déjà renforcé le poids de la filière agricole. 327 millions de dollars en 2018 contre 209 millions de dollars en 2016. Exactement. Donc c'est une grande avancée. Donc il y a une vision qui est assez juste. Alors justement, pour continuer à parler de l'agriculture, la filière est aujourd'hui le principal pourvoyeur en main-d'œuvre nationale, 22% de la population et représente 25% du PIB national. C'est plutôt un point positif à mettre à son actif. Tout à fait positif. Tout à fait positif. Bon, il faut avouer quand même qu'il est arrivé, il y avait une crise économique. Que le Nigeria, son gouvernement, a pu, malgré ses absences, hein, pour maladie, bon, il faut le noter, a pu résorber en 2016. Et c'est à partir de 2016 qu'il y a eu cette injection dans l'agriculture. Donc, quelque part, quand on fait dans la globalité, on ne peut pas forcément dire que c'est mitigé, hein, en réalité. Bon, c'est mitigé parce que la sécurité, c'est quand même quelque chose d'assez important. Mais si on lui accorde, je crois, un deuxième mandat, il est possible qu'effectivement qu'il enclenche ce processus-là et le Nigeria s'en sortira probablement. D'ailleurs, sécurité et économique, ils sont quand même intimement liés au Nigeria, puisqu'on note aussi le retour de la filière minière sur le devant de la scène grâce au président Bouhari. Mais les multinationales étrangères sont réticentes à investir, notamment en raison de l'environnement sécuritaire. Pierre-Franklin Tavares, ça veut dire que la sécurité doit être résolue, bien évidemment. Si on veut que l'économie aussi se relève. Bien évidemment, mais ce n'est pas un combat ou une lutte, fût-elle armée, et elle est armée, qui dépend que du Nigeria. On a vu les accords sous Bouhari avec le président Issoufou du Niger. C'est toute la bande sahélienne qui est affectée. Par conséquent, la réponse sécuritaire ne peut être que globale. Quiconque pense qu'il est à l'abri en réglant les problèmes dans son pays se trompe.
Hein, donc là-dessus, c'est pour ça que je dis, les peuples en général ont aussi du bon sens. Hein, ils écoutent les informations et réfléchissent. Je ne crois pas qu'on le jugera là-dessus. Je pense qu'on le jugera peut-être sur le bilan social. Hein, et puis sur le fait qu'il y a eu beaucoup de désaffection quand même de départ dans son parti, ça ce sont des indices qui peuvent être difficiles pour lui. Hein. Mais au fond, il n'a pas démérité, hein, surtout qu'il a commencé par une situation pathologique extrêmement lourde, hein, où je rappelais tout à l'heure que le régime est présidentiel, donc quand le président n'est pas là, c'est extrêmement compliqué. Hein. Deuxièmement, ce n'est pas qu'une élection présidentielle, parce qu'elle va s'accompagner de 2 autres élections, en même temps sénatoriale et législative. Hein, donc c'est toute la carte qui va être modifiée. Et quand toute la carte doit être modifiée, en général, les peuples sont plutôt nuancés et réfléchis. Hein, donc voilà. Et puis je ne suis pas sûr, mais ça c'est un point de vue personnel, que le candidat qui a été choisi par le PDP soit forcément plus qualifié que, alors, on que le aura sortant. le temps de reparler du principal adversaire en troisième partie. Alain-Jules Meynier, justement par rapport à ses problèmes de santé, est-ce que la population ne peut pas reprocher au président Mouhamadou Bouhari de ne pas avoir finalement délégué plus quand il était malade? Oui, on peut lui reprocher cet état de fait. En revanche, bon, on parlait d'un régime présidentiel. Bon, il préférait encore travailler à Londres, hein, d'après ce qu'on raconte. D'ailleurs, quand il commence sa campagne, il arrive sur le terrain, il dit, parce qu'il y avait une rumeur qui courait que, vous savez, on allait prendre un sosie au Soudan. Djibril, le fameux Djibril, voilà, qu'on allait chercher au Soudan. Bon, il marche comme lui, c'est vraiment, il est exactement comme lui, mais vous verrez quand il va parler. Alors, il arrivait devant la foule, voilà, c'est bien moi. Je ne suis pas un fantôme, etc., etc. Donc, en réalité, on va peut-être lui reprocher le fait de ne pas avoir délégué assez, mais il fait une campagne très forte. Hein. C'est-à-dire que vraiment sur le terrain, et il revient dans des bonnes promesses, encore une fois, accordez-moi un second mandat, je vais faire ce que je vous ai dit. Donc maintenant, est-ce que les peuples ne sont pas bêtes, comme disait M. Tavares tout à l'heure? Est-ce que le peuple va lui accorder ce second mandat-là? Je ne sais pas. Et puis, est-ce que son principal adversaire, dont on en parlera dans la troisième partie, saura faire mieux? Nous allons marquer une nouvelle pause en instant, la troisième partie du Politicien.